Voilà, alors je commence toujours d'abord dire à tout le monde, ceux qui sont déjà connectés, je leur souhaite donc un Erev Tov, une bonne soirée studieuse, apprendre les halachot, hein, c'est tout très très chachou, s'attacher à Dieu par les halachot. Si vous faites le Tanya avec assiduité, les derniers jours, le Tanya insiste beaucoup sur le fait que les mitzvot, ça s'appelle Evarim de Malka, ce sont les membres du roi, bien sûr c'est un machin, hein, c'est une allégorie, c'est de la même manière que les corps d'un homme, le corps d'un homme, la tête, les bras, il y a une énergie hein, qui est insufflée par le cerveau, et donc les mains peuvent bouger comme je le fais maintenant, le corps peut bouger. Donc les Evarim, c'est quelque chose qui est moins haut que la tête, mais c'est quand même l'expression, hein, c'est quand même l'expression de la volonté de la tête qui donne ses ordres aux mains, aux pieds, etc., ou au corps d'avancer. Et ça, c'est les mitzvot. Donc, les mitzvot, quand on met tefillin, tzitzit, les bougies, etc., tout ça, c'est l'expression du Ratzon Hashem. Quelque chose qui est moins, si j'ose dire, que Hashem. Mais il insiste, essayez de relire le Tanya d'aujourd'hui, d'hier. Par contre, le Limud Torah, quand on apprend une halakha, ce n'est pas une expression d'Hachem, c'est Hachem. Si on comprend bien ça, c'est une autre question. En tout cas, c'est clairement dit et écrit dans le Tanya. Lorsqu'on étudie une halakha, c'est Dieu lui-même qu'on attrape. C'est de la Hatzmut Hashem. Que je vois il a cette force-là de pouvoir mitzamtzem son corps, de pouvoir contracter sa lumière. Et donc, apprendre une halakha, hein, c'est pas comme mettre les tefillin dans la main, c'est toucher les membres du roi, des choses un peu extérieures au roi lui-même. Le roi lui-même. On attrape le roi lui-même. C'est la volonté, Ratzon Hashem, c'est-à-dire Hashem lui-même. C'est nifla à ce point-là. Ça donne des kochot. Je ne cache pas que quand je fais une halakha comme ça, même que je la répète, sachant que c'est le plus grand tiroud, le plus grand attachement qu'on peut avoir à Dieu, ça donne des forces, il n'y a rien à faire. Nous avons une mouna, c'est une mouna que nous avons, un juif qui apprend une halakha, il a Dieu avec lui. Et avec lui, mais pas qu'il entoure seulement, qu'il rentre, qu'il est intégré dans Dieu. Voilà donc, c'est bien de répéter ces choses-là, hein, on a toujours besoin, hein, nos sages nous disent que d'ivre Torah baï chizouk. Le Torah a beaucoup de choses, les ta'avot, hein, les passions, les passions, les pulsions du monde, on y court après. Mais le Torah, il faut toujours donner du chizouk. On a besoin de chizouk, on a besoin de se renforcer dans ça. Donc, savoir l'immense impact que cela a de pouvoir étudier un morceau de Torah, ça donne des forces. Ça donne des forces et de continuer, de multiplier. Je voulais quelques minutes là, comme d'habitude, quelques mots de chizouk, des mots que le rabbi nous laisse. Dans la parashat Mishpatim, on nous apporte ce pasuk Azov ta'azov imo. Si tu vois l'âne de ton prochain, qui ploie hein, sous le poids d'un fardeau, Azov ta'azov imo. Bon. Donc, si tu vois l'âne, l'animal de ton ami, il faut avoir pitié de lui, il faut l'aider, il faut le décharger. On connaît tous le mot du Baal Shem Tov, que le chamor en question, ça symbolise le chomer. Vous êtes en Israël en général, vous connaissez les mots. Le chomer, c'est la matérialité. Quand la matérialité s'exprime, lorsque on se sent surchargé de matérialité, et c'est ce que l'on sent en général. Malheureusement, comme j'expliquais la semaine dernière, la Elokut, elle n'est pas Bepshitut. Le divin n'est pas obvi devant moi, je vois le divin. Non, devant moi, je vois la table, je vois les livres, je vois le matériel. Par contre, avec réflexion, hein, je vois la Elokut. Hein, c'est Beitrachut. Mais comme j'ai dit la semaine dernière, donc la vérité divine, celle que l'on perçoit très peu, mais qui est vraie, c'est que non, dans le monde, c'est la Elokut qui est depuis tout. C'est Elokut qui est partout. Et le monde, c'est nouveau, c'est une nouveauté. Le monde, les galaxies, l'immensité du monde, c'est des nouveautés que Dieu a créées. Et le travail que l'on fait, c'est précisément avoir la première perception. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, dans la suite de cette idée, la Torah nous dit Azov ta'azov imo. Tu peux être en face de la khumriyut du monde. Et on sait qu'on est attaché à la khumriyut, on court derrière les bonnes choses à manger,
le confort, tout ce qui est le romer du monde. Et quelqu'un qui est oved, quelqu'un qui travaille sur lui-même, eh bien, il voudrait éloigner cette romer. Il voudrait casser cette romer, il voudrait casser cette matérialité. Et comment ça s'exprimait? Pendant de très très nombreuses générations, les gens faisaient, les Ovdim faisaient des grands ta'aniot, certains se roulaient dans la neige, des choses ils voulaient casser le corps. Et ils atteignaient comme ça des grands niveaux. C'était une avoda de tzadikim. Et Baal Shem Tov, depuis quelques centaines d'années, a été mechadesh que maintenant, en tout cas dans nos générations, ce n'est pas le derech hatov. Azov ta'azov imo. Quand le chamor, ça veut dire la chumriut, ça veut dire la matérialité du monde de gêne, il ne faut pas la casser, il ne faut pas multiplier les jeunes, il faut se priver de tout. Azov, il faut au contraire l'aider. L'aider, ça veut dire au contraire utiliser cette chumriut pour faire des choses positives. Utiliser la chumriut du monde. Tu es en bonne santé, ne perds pas ta santé. Vous allez me dire, mais c'est marqué dans Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est marqué, on n'a pas le droit d'abîmer son corps. Pas toi, ton corps ne t'appartient pas. Dieu t'a donné un corps pour que tu fasses attention. Oui. La réponse de cette tzadikim, c'est de dire oui. Mais quand on fait un derrière de tchouva, une personne a péché, quelqu'un s'est mal comporté, la contraposée de cela, c'est précisément de briser le corps et de telle manière, on va se rapprocher de Dieu. Certes, ça a pu être vrai pendant de nombreuses générations, mais pas dans nos générations. Généralement, ça porte de Mashiach, c'est plus comme ça. Maintenant, on est là au contraire, pour dévoiler Dieu dans les choses les plus matérielles. Donc, utilisez votre corps, utilisez votre bonne santé pour, au contraire, vous approcher d'Hachem. C'est un grand challenge, un grand défi, mais il faut le faire. Comme ça qu'on fait de nos jours. De nos jours, au contraire, on doit avoir des conditions positives. Si pour étudier la Torah, il faut avoir des livres de meilleure qualité, eh bien on achètera des livres de meilleure qualité. Si pour mieux étudier, il faut avoir des chaises plus confortables, eh bien on aura des chaises plus confortables. Certes, il existe encore des personnes qui vont dire non, moi si je suis bien dur, au contraire, je resterai le dos bien droit et je vais rester réveillé. Ok, ça peut exister. S'il n'y a pas de souffrance dans cela, aucune souffrance, ça peut aider, pourquoi pas. Mais maintenant, au contraire, le travail, c'est une chouva betor simcha. Simcha, ça veut dire il ne faut pas qu'on soit dérangé par notre gouffre. À tel point que vous savez que nous-mêmes, les chassidim, nous avons l'habitude de manger un petit peu avant la tefila quand il le faut. En particulier Shabbat, on prie tard, on prie longuement. Ah, le Shulchan Aruch dit que c'est interdit. On va contre le Shulchan Aruch, Shalom. Les Rebbeim nous ont dit qu'on a une agdara, un petit peu quelque chose de malade. Un malade a le droit de manger avant la tefila. Pourquoi? Parce qu'on est faible. Et rester prier longtemps, très difficile de prier longtemps quand on n'a rien dans le ventre. Et certains d'ailleurs qui sont maclides de rien manger avant, ils prient tôt, ils prient vite pour pouvoir manger. Vous connaissez le mot chassidique, c'est transmis depuis le Saint Tzedek. Il vaut mieux manger pour prier plutôt que prier pour manger. Il vaut mieux manger un petit peu et faire une bonne fila plutôt que de dire vite, je bâcle ma fila parce que j'ai le ventre qui grince et je dois manger. Donc, encore une fois, pour conclure, nous faisons une tchouva betor simcha. Et pour ça, azov ta'azov imo. Aide ton corps. Fais attention, sois en bonne santé et à la tête fraîche, la tête claire. Prends des bons aliments qui te donnent une bonne santé, qui te lèvent en forme le matin pour servir Dieu. C'est très, très important. Ne pas souffrir pour rien. Si Akash nous envoie des yisurim, ok, on est mekabel yisurim besimcha. Ça, c'est autre chose. Mais on fait tout pour les enlever. Dans la Torah, c'est marqué que la femme va accoucher depuis la malédiction du serpent dans Betsa. C'est pas une fatalité. Si maintenant on a trouvé des méthodes de plus souffrir comme la péridurale ou autre, on utilise, c'est tout. Dieu nous donne des moyens modernes maintenant. S'il le faut, il invente des moyens modernes pour effectivement éviter les douleurs, pour pouvoir que les femmes puissent être tranquilles dans leur tête, pas angoissées, pas stressées, pouvoir accoucher avec le minimum de souffrance. Donc, Azov Tazovimo aide ta matérialité pour servir Dieu comme il faut. Pour résumer, les taken que l'onishbor.
On va aider pour arranger les choses et pas casser. Le mot casser ne doit pas exister. On ne casse rien. On arrange. On est là pour arranger. Voilà le mot que je veux vous dire. Donc, ce sont des conseils, bien sûr, que vous connaissez. Ce n'est pas des nouveautés. On sait que les chassidim insistent là-dessus. C'est pour ça qu'on fait des fabriques de simcha, ensemble. On est tous ensemble. On est des tzafta achat. On est ensemble pour précisément pouvoir se renforcer et servir davantage Hachem. Mais se faire souffrir, il n'y a pas un derrière de se faire souffrir. On peut imaginer des cas d'exception, une personne qui sait absolument qu'il est en très 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 bonne santé et que le fait de jeûner un petit peu, 1 heure ou 2 de plus, pourquoi pas, c'est même parfois bien pour la santé. Ok, des cas d'exception, mais qui se connaît bien, qui ne se trompe pas, qui ne fait pas ramé à tâtement, n'est-ce pas, de se prendre pour qui il n'est pas. Mais de manière générale, faites attention d'être en bonne santé, pas souffrir physiquement, de telle sorte que toutes les forces qui nous restent, elles sont dirigées vers Hachem. Et croyez-moi, il y a beaucoup à faire pour Dieu. Beaucoup à faire. Donc, soyez en bonne santé. Maintenant, si vous voulez avoir des maux de tête, si vous avez des maux de tête parce que vous avez passé 1 heure de plus le soir à étudier Gemara et Tosfot, ok, ça, il n'y a aucun problème. Mais ayez mal à la tête comme ça. Et ce mal de tête, comme c'est connu, on vient de rapporter une fois, si vous avez mal à la tête parce que le marchar, vous ne l'avez pas compris, alors Dieu va vous enlever tous les autres maux de tête. Voilà. Si votre souci, comme quelqu'un, un jour il est arrivé au Beth Midrash, on dit pourquoi tu es soucieux, pourquoi marqué il faut être Hashem Bessimcha. Vous avez raison, je voudrais servir Dieu Bessimcha, mais je n'arrive pas à comprendre marchar, donc je suis triste. Et dit, oh, alors si c'est ça ta tristesse, Dieu il va t'enlever toutes les autres tristesses. Tu auras que celle-là d'avoir pas compris le marchar, et en te cassant la tête, tu finiras par le comprendre. Voilà donc des mots positifs, des mots, donner des kochats à chacun pour ne pas hésiter à augmenter tout le temps. Toujours Bessimcha, il faut être un homme, faut être un battant. Voilà. Le Rabbi nous oblige, nous ces chassidim qui sont attachés à lui, nous oblige à être des battants. On se bat. On se bat. Personne qui passe des moments difficiles, des fois un peu dépressifs et tout, il faut se battre. Il y a des moyens, consulter des gens compétents, des moyens, des fois, pourquoi pas même des médecins s'il le faut, combattre et on gagne. On est sûr de gagner. Voilà donc le mot que je voulais vous dire. Maintenant, on va passer. On a pas mal allongé ces dernières semaines. Sur Etrot Mouxé, on est revenu sur Etrot Tatmana. J'ai vu beaucoup de gens étonnés par certaines halachot, qu'on n'a pas le droit de mettre une patate douce entourée avec du papier aluminium sur la marmite. Bon, on a vu le biberon, on a parlé du biberon. Ok, on a eu beaucoup de choses sur Atmana. On avait aussi sur Sheyal et sur le feu, Hazara. On va passer sur un autre registre, mais toujours, je reste dans Etrot Shabbat. À l'occasion, je prendrai le temps de faire ce qu'on m'a demandé sur les brachot, sur le prélèvement de la challah, sur à partir de quand un gâteau devient moti ou un moti devient mezonot. On fera tout ça dans la Hashem. Mais avant, on va tâcher d'approfondir une malacha dans les 39 malachot. C'est la malacha de Kotev, écrire. C'est une malacha qui a la chose et son contraire. Il y a écrire et effacer. Ce sont 2 malachot distincts. Toutes les malachot prennent leur source dans l'érection du Mishkan. Qu'est-ce qu'on a besoin d'écrire? Tout simplement, c'est quand le Mishkan était érigé, était des fois démonté et remonté, la disposition des poutres entre lesquelles on étendait les rideaux était toujours la même. Donc, il y avait la lettre Aleph dans le premier, Bet, Gimel, etc. Donc, on écrivait dans le Mishkan pour l'érection du Mishkan. Donc, écrire, c'est un là qui semble anodin, c'est une mélacha, c'est interdit d'écrire Shabbat. Bon, ça, tout le monde le sait. Maintenant, nous allons voir quelles sont les conséquences de notre quotidien, si j'ose dire, dans notre quotidien hebdomadaire, tous les Shabbatot. D'abord, avant de passer aux détails pratiques, on va définir la melacha. Écrire, bon, tout le monde sait ce que c'est prendre un stylo, prendre une plume et écrire sur du papier. De manière fixe, de manière Mitkayem. Quand ce n'est pas Mitkayem, c'est assourcement Midarbenam. On va voir plusieurs exemples tout à l'heure. Donc, écrire, c'est important.
Maintenant, il y a des dérivés. Des dérivés. Il y a des manières d'écrire qui ne sont pas tout à fait écrites, mais c'est comme interdit. Par exemple, la gravure, le relief, écrire en relief. Il y a deux manières d'écrire en relief. Ou bien vous creusez, hein, sculptez. Alors, la gravure, c'est donc. Il y a une manière aussi de creuser la feuille en question et de faire apparaître des lettres. Vous prenez un ongle, par exemple, vous avez des feuilles de papier canson, avec l'ongle, vous tracez un mot, vous écrivez un mot, vous écrivez Shema Israël. Donc, bien dans les pierres, dans une pierre, donc vous sculptez la pierre, vous écrivez à l'intérieur de la pierre, donc il y a sans encre, il n'y a pas d'encre, mais sans avoir de l'encre, il peut y avoir une lettre qui s'écrit. Comme les lettres dans les Aseret Dibrot étaient sur de la pierre, c'était sculpté dans la pierre. Ça aussi, c'est une écriture. Et il y a des conséquences. Entendez, là, je vois des petites perturbations. Non, non, tout va bien, allez-y. Très bien, très bien. L'écran est parti un moment. OK. Alors, donc, ensuite, une autre manière d'écrire aussi. Alors, bon, prenons un exemple simple. Vous prenez une aiguille sur un carton. Prenez une aiguille, vous écrivez comme ça l'aiguille en appuyant un peu sur le carton. Donc, il n'y a pas d'encre, mais vous lisez parfaitement le mot. Vous avez gratté le carton et vous avez un peu de carton. Ça aussi, c'est d'une dérivée, c'est interdit. Une autre manière d'écrire aussi, c'est écrire en effaçant. Imaginez qu'il y a une tache d'encre sur une feuille, et puis en grattant un peu, en effaçant l'encre autour, on arrive à faire apparaître une lettre. Donc, vous écrivez de manière, si j'en dis, négative. En enlevant de l'encre, il y a une lettre qui apparaît. Ça aussi, c'est une dérivée d'écrire. Ou bien tout simplement faire un tio, faire un dessin. Le contour d'un visage avec le nez, etc. Je ne parle pas de colorer, je parle pas de mettre de la couleur à l'intérieur. Ceci, ça ressemble, c'est comme une écriture. Une écriture, c'est l'expression d'une idée. Il y a une idée, je veux exprimer une idée, je l'écris. Faire un dessin, c'est pareil aussi. Un dessin animé, ce qu'on appelle un dessin animé, ou un illustré. Vous avez une illustration, donc, vous voyez une personne qui sourit selon la forme que l'on donne à la bouche et aux yeux, etc. On fait sourire ou pleurer. Et bien, faire ceci, c'est doumia, c'est dommer, ça ressemble à écrire. Donc, tout ça, c'est interdit, Shabbat. Bon, encore une fois, vous allez me dire, c'est évident, mais bon, on définit, on est dans les définitions pour l'instant. Maintenant, on passe aux applications concrètes. Quand est-ce qu'on peut être amené à écrire et par inadvertance, on peut faire une faute? Première étape, c'est une écriture qui n'est pas mitkayemet. Une écriture, pas comme de l'encre sur du papier, pas comme gravé, hein, prenez une aiguille et vous appuyez sur un carton, vous appuyez sur du bois et vous écrivez quelque chose comme ça. Ça, c'est mitkayem. Ça se maintient. Ça reste là-bas. C'est une vraie écriture. Il y a des écritures qui ne sont pas mitkayem, qui s'en vont tout de suite. Ceci est Assour Midera Banane. Prenons quelques exemples. Faire attention, des fois les enfants jouent comme ça. Il y a un petit peu d'humidité sur la table, un peu d'eau qui est tombée sur la table. J'ai vu un enfant qui s'est rudiment d'écriture, il commence à apprendre à écrire. Ben, sur l'eau, il a fait une forme de lettre. Il a fait un Aleph. Il apprenait aussi le français. Il a fait un B ou un petit C. Alors c'est sûr que l'eau va s'évaporer, elle va finir par partir, on va prendre un chiffon, on va enlever l'eau. Donc cette écriture n'est pas mitkayemet. Malgré tout, ceci est interdit midirabanan. Autre exemple d'une écriture qui n'est pas mitkayemet, qui ne tient pas longtemps, mais qui est interdite, écrire sur de la cendre ou de la poussière. Un endroit poussiéreux,
On voit les enfants qui jouent, quelquefois, on met des bottes, on a marché sur de la poussière sur la chaussure. Et bon, on va être amené à dire bonjour, on écrit quelque chose, ou le nom de quelqu'un, Moshe. Alors, si vous soufflez ensuite sur la poussière, tout ça, ça va disparaître. C'est pas Mikayem. C'est malgré tout interdit Midrabanan. Donc, toute écriture qui donne une forme, qu'on reconnaît la forme, malgré le fait qu'elle va partir tout de suite, on peut l'enlever très facilement, c'est comme interdit Midrabanan. Encore un exemple. Quelquefois, au lieu de la poussière ou de la cendre, je vais mettre des miettes de pain. Un tas de miettes de pain, j'ai vu un enfant qui jouait à l'intérieur de ces miettes de pain, il les a disposées d'une certaine manière, et il a fait un dessin, tout simplement. Il a dit, regarde, avec les miettes de pain, j'ai fait la tête de mon frère. Il est habile de ses mains, et donc on arrive à reconnaître la tête de son frère avec les petites miettes de pain. C'est interdit aussi Midrabanan, pas Minatora, parce que dès qu'on bouge un peu, ça s'en va. C'est interdit Midrabanan. C'est Kotev Midrabanan, c'est interdit. Et le cas beaucoup plus fréquent, je pense que tout le monde est passé par là, à un moment de sa vie, c'est écrire ou dessiner sur une vitre embuée. Quand il fait froid dehors le matin, eh bien, toutes les vitres à la maison sont embuées, il y a de l'eau, et très souvent, on dessine dessus. On laisse un message parfois. On sait très bien que ça va partir dans la journée, la chaleur va revenir, l'eau va s'évaporer, mais entre-temps, sur la vitre, il y a ou un dessin, et je dis bien un dessin, c'est comme une écriture. Un dessin qui représente quelque chose, bien sûr. Pas à mettre les mains sur la vitre, un dessin qui représente quelque chose. Eh bien, c'est une écriture qui n'est pas mitkayemet, qui ne se maintient pas. Excusez-moi, Rav Zawi, il y a des gens qui posent la question, et dans la neige. Voilà. De la même manière, si je vais rebondir sur la question, il y a la neige, il y a le sable. Quand on est à la mer, au bord de l'eau, souvent l'eau, elle recouvre le sable, donc le sable est un peu dur. Et très souvent, on peut être amené, d'ailleurs on jouait, je ne sais pas si vous avez joué à ça, quand vous étiez enfant, faire des petites flèches comme ça pour indiquer à ses amis qu'on a pris telle direction. Ceci, ce n'est pas un Somi la Torah, mais c'est un Somi de Rabbanan, parce que ça représente quelque chose. Je fais un signe, signe de piste. Je fais un signe de piste qui représente quelque chose. Pourquoi ce n'est pas Somi la Torah? Parce que le sur Torah, c'est quand je fais une écriture qui est mitkayemet, comme je dis, de l'encre sur du papier, ou harita, c'est je sculpte la chose, ou je grave la chose, mais c'est quand même interdit. Donc, sur la neige, faire un dessin ou bien une écriture sur la neige, je me souviens, c'est intéressant ce que vous dites, dans les montagnes, pour ceux qui vont quelquefois au ski, on voit que quand on est dans les remontes de pente, on voit de haut que les gens en bas ont fait ils disent bienvenue, ils ont écrit bienvenue sur la neige. Vous voyez, c'est sûr, c'est une écriture. Et dans la neige, bon, c'est vrai que ça va finir par fondre, je me demande si c'est pas Minatora, parce que quand il fait bien froid, ça peut rester des fois des mois, ces écritures qui font dans la neige. Donc, la neige s'interdit aussi. Voilà. Alors, je me demandais, est-ce que tout est interdit? Voilà, je vais vous donner un exemple intéressant qui est permis. Faire une forme de lettre ou un tiour, un dessin, dans l'air ou sur la main, mais sans encre, sans rien. Imaginez qu'une personne me dit comment on fait un bête en hébreu. Alors, sur ma main, je lui fais le signe, voilà, c'est une droite en haut, à droite, et puis on revient en bas. Ou bien dans l'air. Dans l'air, comment on écrit la lettre C en français. Alors, le C, voilà, hop, c'est une demi-lune comme ça. Ça, j'ai le droit de faire. Parce que non seulement, c'est pas Mitkaya, mais Bichlal, il n'y a pas de support, il n'y a rien. Il ne reste rien dans l'air. C'est juste d'aller faire une forme comme ça avec les mains. Donc, ça, c'est permis. Mais la main, c'est un support. Non, oui, mais il ne reste rien sur le support. J'ai fait C sur la main comme ça, mais il ne reste rien. Ça dépend si elle est mouillée. Oui, Razak, je ne parle pas de mouillée, parce que si elle est mouillée, je reviens au cas précédent où il y a de l'humidité sur la vitre, sur le sable, sur la neige et tout. Je ne parle pas de ça. Comme ça, bien sèche, et je fais une forme. La personne, maintenant, il sait comment on fait un C. Hein.
fais bien fait la demi-lune, ici il le sait, mais il a vu nulle part, il a vu juste mon doigt qui bouge. Vous voyez, ça c'est permis. Excusez-moi, Rav, à ce sujet, est-ce que les gâteaux, les biscuits, J'y arrive, ça la note. d'accord. J'arrive au gâteau. Laissez-moi faire tout le chiot, mitrilato ad sofo, on va arriver au gâteau, on va arriver à beaucoup de choses. On va arriver ah oui, le kotev, c'est une grande belacha. Je ne sais pas si on aura le temps de tout finir ce soir. J'ai envie de rebondir, je veux dire, et le Scrabble, et les puzzles, vous voyez, toutes ces choses-là, et les écritures sur des tranches de livres, beaucoup de la voilà. Et les gâteaux, bon, les gâteaux, c'est pas écrire, c'est effacer. Quand on mange les écritures, on les efface. On va voir. Alors, donc, je termine les cas donc, qui sont à Sourim. Des choses qui sont à Sourim, Minatora, on a dit c'est quand c'est Mitkayem. Donc, je vais vous dire des choses évidentes, mais bon, il faut les dire quand même. Laisser une empreinte digitale d'un doigt quelque part, ça s'appelle écrire. Parce que votre empreinte, elle est unique, elle est pour vous. Donc, si vous mettez ça sur de l'encre et vous appuyez sur le papier, ça son Minatora. Un tampon. Personne dit, je ne suis pas en train d'écrire. J'ai un tampon, j'appuie sur l'encre et je tamponne. C'est une écriture. Tu vas l'écrire. On n'a pas pris un stylo, mais en appuyant sur le tampon, bah, vous allez tamponner. Souvent, c'est une signature, c'est une adresse d'un Mossad. Ça aussi, c'est interdit. Encore une fois, je dis des choses souvent évidentes, mais bon, c'est pour dire tout sur la Melachat Kotel. Comme taper à la machine à écrire. Maintenant, c'est vieux tout ça. Maintenant, on a les ordinateurs. Mais taper à la machine à écrire, il y a une lettre qui nous sort comme ça, taper, chaque lettre est tapée, c'est une manière d'écrire. Je n'ai pas pris de stylo, mais en tapant sur la touche, j'ai écrit une lettre. Donc, si j'écris des mots, c'est aussi Kotel, Minatora, c'est son Minatora. Bon. Sauf, encore une fois, tout ce que j'ai cité tout à l'heure, sur le sable, sur la neige, sur l'eau, tout ça, c'est Midera Banane seulement, mais c'est quand même un saut. Excusez-moi, Rav, je vais vous couper, parce que j'ai peur d'oublier la question. Si on ne touche pas le support, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez qu'on peut écrire rien qu'avec la voix, on parle et les lettres s'inscrivent sur l'ordinateur, sans qu'on touche l'ordinateur, ou même sur son smartphone. Écoutez, que ce soit assourd, ça c'est évident que c'est assourd. La question que vous demandez, est-ce que c'est assourd, Minatora ou pas? Parce que ça ne peut pas être moins que écrire sur de l'eau, hein, que juste on reconnaît la forme parce qu'en passant le doigt sur l'eau qui est sur la vitre, vous voyez la forme. Donc là, c'est évident que si en parlant, j'ai un écran et sur lequel il y a des lettres qui s'écrivent, donc il y a une écriture. Maintenant, il est possible que comme c'est une écriture qui peut partir tout de suite, dès qu'on éteint, ça s'en va, ce soit pas une kayem, ça soit midera banane. C'est possible, ça, il faut réfléchir. Mais que ce soit à sourd, c'est évident que c'est à sourd. Et maintenant, même sans faire un masse, et maintenant j'invente un système, en parlant, je forme des lettres. C'est à sourd, au moins midera banane. Je ne dis pas minatora. Ça, il faut réfléchir si c'est à sourd minatora, mais au moins midera banane, c'est à sourd. Alors, un cas intéressant, amusant. Imaginons que vous ayez, comme ça se fait beaucoup dans les tennis, les espadrilles, les bottes, très souvent il y a une espèce de dessin, de formes qui sont faites, mamash les khatrila, pour donner une forme. Hein. Et quand on marche sur le sable, ça laisse une forme. Ça, les poskim y permettent cette chose-là, pour diverses raisons, parce qu'ils disent comme ça, je vais vous dire quelques svarot, quelques idées qui ont été émises pour lesquelles on a le droit de marcher. Donc, vous n'êtes pas obligé de vérifier que vos bottes ne laissent pas de traces quand vous marchez sur le sable. D'abord, c'est enomit kaven, on n'a pas l'intention de faire ces formes. Et je vais aller plus loin, imaginez quelqu'un qui a une écriture en dessous, il a son nom, voilà. Il s'appelle Moshe, et chaque fois qu'il marche, ça s'inscrit Moshe. Imaginez une chose comme ça. Le pashtout, c'est quand même mouta, parce que d'abord, il n'est pas mitkaven. Il n'a pas l'intention d'écrire son nom quand il fait ça. C'est d'abord une kaven. Ah, c'est petit créché, c'est sûr, on avance à ça. Mais il le fait ce qu'on appelle kela hariad, de manière inhabituelle. En marchant, on n'écrit pas en marchant normalement. Bon. Et ensuite, non, premièrement, donc, c'est Enul Kaven, c'est fait Kela hariad, et puis ça va finir par partir. Ça, c'est pas Mitkayem. Donc, l'ensemble, si vous voulez, l'ensemble de ces arguments font que finalement, il nous est permis de marcher avec des traces qui se font sur le sable par les bottes lorsque l'on marche. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter sur cette chose-là.
je souris, en vous disant ça, je souris, en train de sourire. Imaginez un méchériste très très chaud qui écrirait Yehi sous ses bottes. À chaque pas, il y aura écrit Yehi. Mistama, ça sera sourd parce que c'est pas d'avoir chez Mitkaven, ça, c'est d'avoir chez Mitkaven. Il Mitkaven à chaque pas de laisser une trace. Bon, pour sourire. Encore un cas intéressant. Imaginez que vous ayez une mallette que vous fermez avec un cadenas et il y a un code. Vous avez mis un code pas du tout à fait classique, 770, 3 fois. 770, 770, 770. Et ensuite, vous tournez, donc vous avez des petits, des petits morceaux de fer comme ça qui tournent sur eux-mêmes et vous faites votre code et vous ouvrez la mallette. Ça, c'est permis. C'est permis parce que les numéros ou les lettres sont déjà dans le cadenas, en quelque sorte, sont déjà. Vous ne faites que les placer d'une certaine manière afin d'ouvrir la mallette. Ça ne s'appelle pas une écriture, ça c'est permis. Bien de savoir, hein, on a le droit donc de mettre des numéros dans un certain ordre pour pouvoir ouvrir une mallette. Je continue toujours. Si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Hein, donc, au fur et à mesure, dans quelques minutes, je vais m'arrêter, je vais prendre vos questions, mais je vais finir déjà mon groupe de halachot. Une question qui se vous demander, est-ce qu'on a le droit de faire une corne sur un livre? Vous êtes en train de lire et vous voulez arrêter à la page 100. Vous faites une corne sur le livre. Deuxième question, est-ce que j'ai le droit, si je ne veux pas faire une corne, avec mon ongle, appuyer fortement sur la page, ça va laisser une trace sur la page pour que je me rappelle où c'est que je me suis arrêté. Ou bien j'ai trouvé une faute dans le livre. Une faute ou bien une remarque, je fais, c'est Shabbat, je ne peux pas écrire, d'habitude j'écris, là je ne peux pas, donc à la 7e ligne, j'appuie un peu avec l'ongle pour me rappeler qu'à cette ligne, il y avait une faute ou une remarque que je voulais écrire, Motsai Shabbat. La réponse, est-ce qu'on a le droit de faire ça? La réponse, elle est comme ça. Faire une corne, c'était permis. Et appuyer, faire une trace sur le papier pour me rappeler quelle ligne, c'est assaut. C'est quoi la différence? La différence, elle est simple. C'est que dans le deuxième cas qui est interdit, j'ai appuyé sur la page afin que mon ongle laisse une trace sur la page. C'est mettre un siman. Ça ressemble, c'est comme écrire. Écrire, c'est l'expression d'une pensée. Faire un siman comme ça, c'est l'expression de ma pensée que demain, je vais vérifier que cette ligne elle est bonne. Une référence. Donc, c'est vrai, c'est comme un dessin, comme dessiner une tête ou un nez. Je fais le dessin pour me rappeler quelque chose pour le lendemain. Quand je fais de la corne, je corne le livre, je ne suis pas du tout intéressé par le fait qu'il y ait une trace sur la page. Ce qui me fait me rappeler la page que je veux retrouver le lendemain, ce n'est pas la trace qui est sur la feuille, c'est la corne elle-même. La corne m'intéresse. C'est vrai que la corne crée une trace, mais comme cette trace ne m'intéresse pas du tout, c'est à part chez Medkaven, l'Oich Pakel, au contraire, ça me dérange d'ailleurs qu'il y ait cette trace. Ce qui m'intéresse, c'est juste, j'utilise cette corne comme marque-page, ça c'est permis. Donc faire une corne, c'est permis. Faire une trace en appuyant fortement sur l'ongle, c'est interdit. Je vous dis ça de manière générale, sachez que faire des cornes dans des siffrets Kodesh, ce n'est pas un grand kavod. Évitez quand même de faire des cornes sur pas un kavod d'un livre comme ça, de corner un livre de Kodesh. Mettez autre chose, prenez un marque-page. Rappelez-vous, petite parenthèse, petite razara sur Ilchot Mouktsé, vous pouvez prendre un ticket de métro, un billet de train, vous le mettez de côté, vous êtes meilleur d'auto, vous le réservez, vous dites voilà, maintenant ce billet de train, ça me sert comme marque-page, et puis hop, j'en ai toujours sur ma table des marque-pages que je prépare, de telle sorte que chaque fois que je vois un point intéressant, eh bien, je peux me rappeler. Ok, alors, oui, est-ce qu'il y a des questions maintenant sur ça? Allez, posez vos questions. Oui, bonsoir, Rav. Alors, Bonsoir. l'interdiction de se maquiller, de faire un trait de crayon noir sur ses yeux, par exemple, elle provient de l'interdiction de la mélacha d'écrire ou de teindre, en fait, de teindre ses yeux? Alors, ça dépend. Dans les possibles, vous allez m'aider parce que c'est des choses que je ne connais pas bien, mais c'est marqué dans les poskim kehila, le khol. Il y a deux choses dans les yeux là. Il y a le crayon
savez très bien qu'il y en a des femmes qui mettent du crayon autour des yeux et puis là, dans le coin, comme, comme les Chinois, vous voyez, ils allongent un peu leurs yeux en faisant… Ça, c'est kotev. C'est ça, d'accord. Ça, Donc c'est ça, c'est kotev. évidemment interdit. Voilà, à cause de kotev. Par contre, si au-dessus des yeux, on met une espèce de fard bleu comme ça pour donner la couleur, ça, c'est couvert, ça. D'accord. C'est Ok. couleur. C'est notre melakha de bichlal. C'est une autre bélacha, mais de toute façon, ça reste interdit C'est aussi. interdit, oui. Ah oui, ça, c'est sûr que c'est Très interdit. bien. Je voulais savoir la provenance de cette interdiction. Ok, Non. merci, merci. Non. Autre question? Oui, Rav, j'ai une question. S'il y a des enfants qui sont un petit peu nerveux et ils jouent avec les bouchons, par exemple des bouchons de bière en fer, et ils appuient le bouchon sur des nappes, sur tout, et après ça fait des traces, ça fait comme des petites fleurs, mais ils n'ont pas l'intention de faire la fleur. C'est comme ils sont nerveux, ils donnent des coups dessus, puis ça fait des traces. Ou alors, ils les font rouler, les petits bouchons, ils les font rouler, et puis inévitablement, sur la nappe en plastique, eh ben, ça fait des traits. Alors, est-ce qu'on doit les empêcher? Bien, ils sont plus que 13, ils ont plus que 13 ans. Et il faut leur demander si quand ils font ça, c'est dans l'intention de laisser une trace. S'ils font ça, s'ils ont plus de 13 ans, ils font ça pour laisser une trace, il faut leur dire de s'abstenir. Oui. Si c'est des petits, vous les laissez jouer. C'est comme, vous savez, un petit qui a sa sucette dans la bouche, vous le laissez sortir dehors. Je parle en France, il n'y a pas de roubil. On le laisse faire. Vous voyez, quand il ne fait pas Aldat à vivre, il fait Aldat à Tzmo, un enfant un tout petit, on le laisse faire. Mais si c'est un garçon de 13 ans et qu'il fait le bouchon, on voit quelquefois sur le bouchon, il appuie parce que ça leur plaît de faire une fleur comme ça, ils sont intéressés par la chose, ça sera soumis des rabanan, l'image de ce qu'on a dit, faire un petit dessin sur l'eau, sur le sable. Oui, mais si c'est juste pour, comme ça, ils donnent des coups de poing. Non, il n'y a aucun problème. S'il n'a aucune intention de faire un dessin, ils font comme ça pour jouer, ça c'est à identifier au cas de marcher avec des chaussures qui laissent une trace au-dessous. Ils font ça comme ça parce que ça les amuse de faire ça. Et ça fait une trace muelame. C'est d'abord chez Mikamen, ça c'est mota. Ah, merci. Voilà. Autre question? OK. Alors, on va passer maintenant. Vous allez voir hein, que vraiment Kotev, ça a l'air de rien, mais il y a beaucoup d'applications. Bon, c'est Kotev, mais personne n'a l'idée de prendre un stylo et écrire pendant Shabbat. Mais vous voyez, quand même, malgré tout, on a des problèmes. Et vous allez voir, on va rentrer maintenant dans des cas très étonnants, mais il y a un peu avoir un problème de Kotev. Premièrement, d'abord, ouvrir et fermer un livre sur la tranche duquel il y a des écritures. On a acheté un ritat, un gros ritat, dessus, c'est marqué ce que vous voulez, votre nom, etc. Quand vous ouvrez, vous effacez, vous faites disparaître les lettres. Quand vous refermez, il y a les lettres qui se reconstituent. Est-ce que c'est permis? Ça, c'est le premier cas qu'on va traiter. Le deuxième cas qu'on va traiter, c'est a-t-on le droit lorsque, et ça arrive malheureusement souvent, dans un sidour, très souvent, et surtout les derniers sidourim de ces dernières années, je ne sais pas pourquoi vous avez remarqué que les feuilles sont extrêmement fragiles, sont beaucoup plus fines que les sidourim il y a ne serait-ce que 20 ans. Ça déchire très vite, on les change très souvent parce qu'ils sont très bien, ils sont très bien arrangés, avec beaucoup de notes en dessous, mais ils sont très fragiles. Pas la reliure, mais les feuilles. Les feuilles elles-mêmes sont fragiles, souvent elles déchirent. Malheureusement, on se débarrasse on jette beaucoup de livres, on les met à la glisa, parce qu'une fois qu'il en manque une ou deux, bon, les gens ne supportent pas qu'au milieu de la tuila, il manque des pages. Il arrive parfois que la page soit déchirée. Est-ce que j'aurai le droit de mettre une feuille déchirée ou à moitié déchirée, de la mettre bien pour pouvoir ensuite reconstituer les phrases? Vous voyez, je rapproche, je suis mécarèble les morceaux. Ça, c'est une chéla. Alors, pour la première, c'est des livres avec des écritures sur la tranche. D'abord, je vais vous dire tout de suite, il y a une discussion, une grande discussion dans les poskim là-dessus. Discussion égale divergence d'opinion. Le Rama, dans ses responsables, un Shuta Rama, il a la svara suivante, il dit que écrire, c'est en fait amener de l'encre ou autre chose sur un papier et former des lettres. Si je ne fais que rapprocher des éléments et en rapprochant des éléments, je constitue une phrase, ça ne s'appelle pas Zelo Nikra Ktiva, Zenikra Maase Kirouv. Un chidouche que le Shuta Rama nous dit.
D'après ça, lorsqu'on ferme le ritat et qu'il y a votre nom qui s'écrit, il ne s'écrit pas parce que vous avez pris un stylo, vous avez écrit dessus, il s'écrit parce que sur les feuilles, il y avait déjà de l'encre, sur la tranche des feuilles, il y avait de l'encre, et en rapprochant ces feuilles, le mot s'est constitué. Il dit que c'est pas Kotel, c'est Moutar. Et pareil pour Mochek. Quand vous faites disparaître les lettres en ouvrant le livre, ça ne s'appelle pas Mochek, ça s'appelle séparer, éloigner les éléments l'un des autres. Comme ça, ils pensent en moi. D'autres poskim, le Rachal, par exemple, le Vouch, il dit non, pas du tout, finalement, quand c'est ouvert, il n'y a pas de lettre, quand je ferme, je crée une lettre, donc ça s'appelle Kotel. C'est-à-dire, un mas c'est de Kirouv, est-ce que ça s'appelle Kotel ou pas? Discussion dans les poskim. La chita de Morazaken, c'est que Meikaradin, c'est Mouta. Ça veut dire que si vous n'avez pas le choix, vous pouvez prendre un sidour, un chumash sur lequel il y a des écritures sur les tranches. Mais les khatrila, si on peut, si on peut trouver un sidour, un chumash, un teilim, un tanya où on n'a pas ce problème-là, où il n'y a pas d'écriture, c'est mieux. Ça veut dire que si vous avez de tels livres, c'est mieux d'effacer avant Shabbat. Vous passez de l'encre partout, vous égalisez, donc il n'y aura qu'une écriture qui est faire, c'est mieux. Mais Karadin, on peut permettre. J'avance. Quel sera le din lorsque je vais mettre une feuille qui est déchirée à côté du morceau qui reste toujours imprimé, toujours dans le livre, pour pouvoir lire des phrases? Là, on sent aussi que c'est vrai que ce n'est qu'un massé de Kirouv, mais vraiment, en faisant attention, en mettant bien la feuille, j'arrive vraiment à reconstituer la phrase. Sans ça, je ne peux pas, je ne connais pas. Il y en a qui ne connaissent pas les Teilim par cœur, ils ne connaissent pas le. Donc, s'il leur manque un morceau de feuille, ils ne peuvent pas lire. Donc, en le mettant ensemble, reconstituer la phrase. Là aussi, il y a des discussions dans les poskim. Et là, ce n'est pas seulement mettre des lettres les unes à côté des autres. C'est vraiment reconstituer la lettre. Parce qu'il y a des lettres qui sont coupées au milieu et en mettant les feuilles juste un à côté de l'autre, vous reconstituez pas seulement des mots, mais même des lettres. Là aussi, la discussion est là. Comme ça, les grands poskim parlent de ça. Je vais vous dire, Achles, que vous sortez avec un psa clair, si on peut éviter de mettre la feuille à côté pour lire, c'est mieux. Mais si maintenant vous n'avez pas le choix, vous n'arrivez pas à lire sans mettre la feuille, vous n'avez pas un autre sido, etc., on peut s'appuyer sur la svara, la logique émise par le Rama dans les Shutarama, dans ses responsables, de dire que quand ce n'est qu'un mas, c'est du kirouv, quand ce n'est qu'un acte de rapprocher des choses qui existent déjà, je n'écris rien maintenant, je ne dessine rien, j'ai des petits morceaux, je mets les petits morceaux les uns à côté de l'autre, et il y a à côté des autres, et je forme ou un visage, si c'est un tsiour, un dessin, ou si c'est une lettre, eh bien, ce n'est pas un maasé de ktiva, ce n'est pas un acte d'écrire, c'est un acte de kirouf, de rapprocher les choses. Dans ces cas-là, excusez-moi, dans ces cas-là, faire des puzzles, on aurait le droit? J'arrive, madame, j'arrive. Ok, merci. J'arrive tout de suite. Donc, on y est, on a pratiquement fini. Donc, d'après cela, puisque maintenant nous avons dit que le fait d'être mékarev, c'est pas mal, c'est de ktiva, donc on peut être mekil. Donc, on arrive au puzzle. On va d'abord parler du Scrabble, c'est mieux. Vous allez vous comprendre pourquoi. Le Scrabble, bon, c'est un jeu, on fait des espèces on crée des lettres, c'est-à-dire des mots croisés, des gens qui vont faire des lettres en vertical, en horizontal, mais en approche, on fait des phrases, on fait des mots, en approchant les lettres les unes des autres. D'après ce que nous avons dit, c'est sûr que d'après le Rama, il n'y a pas de problème. Surtout que dans le Scrabble, on a l'avantage qu'on ne crée aucune lettre. Toutes les lettres sont créées. On approche les lettres, finalement, je vais écrire Adam, hein, le Aleph filet, le Dalet filet, le même, je rapproche, ça me fait Adam. C'est pas que je prends des moitiés de lettres, je les colle et je crée une lettre. Que c'est plus davantage un marché de Ktiva. Je crée quand même quelque chose qui n'existait pas là. Ça existait, je les rapproche. Alors les poskim disent quand même, alors, il y a une chose de rapprocher Fanchine qui parle de ça, ils disent, si ce Scrabble, quand on joue au Scrabble, on est fait dans un misgueret, dans un cadre, où ça va rester kavoa là-bas, il dit, il ne faut pas le faire. Parce que c'est vrai que je fais qu'un marché de Kirouv, mais il va être kavoa là-bas, donc il faut éviter. Mais si c'est vraiment un jeu où vous ne faites que poser les lettres, et même que c'est aimanté parfois, mais bon, ça ne veut rien dire aimanté, on sait très bien
quand le jeu est fini, malgré le petit aimant, on défait tout ça, on met ça dans les boîtes, on range cela. Donc, le fait que ce soit un peu aimanté, ça ne s'appelle pas qu'avoir. Ce n'est pas comme dans une Miss Guérette où on va laisser quelqu'un veut faire une belle phrase, veut faire les psukim, une fois qu'il les a constitués avec les lettres, il va le laisser, il va le pour après. Là, ça peut poser problème parce que ça devient qu'avoir. Mais tant que ce n'est pas dans une Miss Guérette, on peut être méquillant. J'avance encore. Alors on dit si, je vais dire comme ça, si je permets ça, pourquoi ne pas permettre aussi les puzzles? Les puzzles, c'est plus chamour que le Scrabble. Pourquoi? Parce qu'il y a certains poskim qui disent que même ce maassé de Kirouv, là je rentre vraiment dans les svarot, pour que chacun comprenne, comme toujours, tel il dit comme ça, tel il dit comme ça, bon, je vous explique un peu les positions. Certains disent, dans la mesure où les lettres sont faites, je ne fais que les rapprocher l'une des autres, on peut être méquille. Mais si maintenant je crée la lettre, alors c'est plus chameau, il faut être plus marmire. Or, dans les puzzles, s'ils ne sont pas des lettres, s'ils ne sont pas des phrases, c'est un dessin. Ça veut dire que vous avez des morceaux de puzzle que vous allez imbriquer les uns dans les autres, et en faisant ça, vous allez créer une petite maison, un petit nuage. On fait d'abord souvent des gros puzzles, sont très belles photos au final. Mais vous avez constitué la maison, c'était des morceaux de maison. Vous reconstituez la maison. Ce n'est pas que vous avez mis une maison à côté d'un arbre, à côté d'un animal. Non. Donc, c'est comme reconstituer la lettre. Certains disent que c'est plus rameau. Bon, mais sachez quand même que si un jour vous avez besoin, on va dire pour les filles, je répète ce que je disais la semaine dernière, les garçons, ils ont autre chose à faire, ils doivent étudier, ils doivent prier, il y a il y a plein de choses à faire. Mais bon, dans les longs Shabbats d'été, surtout en France, vous savez, il y en a qui sont en terminale jusqu'à 11h du soir, bon, il faut occuper les enfants, parfois les occuper avec un puzzle, on peut le faire. Si le puzzle n'est pas dans un cadre où il va rester fixé là-bas une fois qu'on a fini, on le fait comme un par terre, comme on le fait. Vous mettez le grand carton par terre, dessus vous mettez les éléments. Yesh makom, on peut être mékil. Voilà. Là aussi, vous avez trouvé certains machmérim, mais Ikaradine, on peut être mékil. Toujours en s'appuyant sur le vara du Rama, donc je ne sais pas si vous écoutez, que c'est seulement un maasé de kirouv, seulement, et pas d'écriture. Bonsoir Rav. Oui, à ce propos, bonsoir Rav, si on peut justement affiner là ce que vous dites, mais quand on rapproche des formes ou voire des lettres, est-ce que, sans parler de Ktiva, est-ce qu'il n'y a pas une notion de bonnet dans cette histoire? D'assemblage, je voulais dire, moi aussi, d'assembler, exactement. Voilà. Bonnet. Construire, quoi. Est-ce que c'est pas construire quelque chose finalement? Alors, on va supposer qu'on va tenir complètement comme la Sfara du Rama, que être mékarev des éléments, ça ne s'appelle pas écrire. Alors, vous demandez, bon, disons que ce n'est pas écrire, est-ce qu'il n'y a pas une question de binyan? Sachez que de manière générale, comme toujours, il y a toujours des exceptions, vous savez très bien, de manière générale, il y a un mot qui est marqué dans la Gemara clair, mais il faut bien comprendre ces mots, qui dit « En binyan vesira bekelim ». Binyan, c'est en général quelque chose qui est lié à quelque chose qui ouvre la carte, une porte, etc. Faire un trou par terre dans le mur. Mais dans un keli, de manière générale, il n'y a pas un concept. En général, on dit en binyan vesira bekelim. Donc là, dans votre puzzle, vos Scrabble, c'est au mieux un keli, c'est tout. Donc vous n'êtes pas en train de, vous n'êtes pas intéressé, ça ne devient pas quelque chose qui est utilisable. Ce qui vous intéresse ici, c'est l'assemblage des mots parce que ça a une certaine signification. Ou bien dans le puzzle, c'est l'assemblage des morceaux pour faire une jolie figure. Imaginez le visage du rabbi comme ça qu'on a reconstitué en faisant un puzzle comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est pas la bnia que je fais, la construction, c'est le résultat de l'image qui m'est donnée. Ça, ça n'a rien à voir avec le concept de bonnet. D'accord. Alors, je voulais revenir aussi sur les marque-pages. Dans le cadre d'une étude, ça m'est déjà arrivé sur un livre, j'ai remarqué plusieurs pages qu'il faut que je revoie ou que, comme vous disiez, mettre des notes. Du coup, j'ai mis plusieurs marque-pages. Et est-ce que ça ne fait pas comme un petit peu un recueil voilà. Bon. Et aussi, un jour, j'étais dans une choule, ça m'a fait de la peine parce qu'il y avait un grand sidour
qui était sur la Teva d'ailleurs. Bon, et les feuilles, ça partait un peu, vraiment, c'était un peu lamentable. Est-ce qu'on a le droit de les remettre? Bon, ça ne crée pas de lettres, mais est-ce que ça ne fait pas un peu assemblage, reliure, de remettre plusieurs feuilles sur la tranche, comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas une notion de réparation, de bonnet, de recueil, d'assemblage? Est-ce que c'est permis de ramener juste, on va dire, au fond de leur emplacement les pages? Je vous réponds tout de suite. Oui, se rassembler, c'est mieux refaire le livre, mais ce n'est pas une mlacha, tout simplement. Bon. Il n'y a pas une mlacha comme ça. Il y a une page qui est tombée du livre, et je la page 242, vous la remettez à sa place, il n'y a aucun issour dans ça. Il n'y a aucune mlacha qui dit que je vais mettre la feuille là-bas, c'est un problème. Si vous prenez du scotch et vous la scotchez, alors là, ça devient une mlacha. Mais si vous ne faites que la poser, ce n'est pas une mlacha. Tout à l'heure, j'ai évoqué le problème de remettre la feuille, mais la juxtaposer pile pour pouvoir relire les phrases. Oui. Le seul problème, c'est que vous reconstituez des mots. Et donc, le problème, ça sera kotev, mais pas autre chose. On ne va pas inventer d'autres issourim. Alors, d'après certains, oui, c'est un problème. Les khatrila, il faut éviter. Et d'après la svara du Shutarama dont j'ai parlé, que ce n'est qu'un massé de kirouf, c'est permis. Vous voyez? Mais il n'y a pas d'autre chose. Il ne faut pas inventer d'autres. D'accord, non. Mais même s'il y en a plusieurs, je veux dire, si on a remis à leur page, je ne sais pas moi, 4 ou 5, ça m'est déjà arrivé de remettre 4 ou 5 pages à leur place. Je vais aller plus loin pour votre question. Vous avez un bouquin de 100 pages. Il est complètement brouillé, tout tombé par terre, tout parti. Vous avez le droit de les mettre du 1 jusqu'à 100, il n'y a aucun problème. Ah, magnifique. Je vous rassure. Mais mettez pas de scotch, hein, commencez pas à imprimer. Non, évidemment. Mais d'accord, voilà. Vous avez mis les unes à côté des autres, il n'y a aucun problème. Merci. Voilà. Chakor. Et bon, pas d'autres questions pour l'instant? Ok, s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à poser, écrivez aujourd'hui, une autre fois, hein, n'hésitez pas. La moindre hésitation, vous voyez que un cours est là aussi pour réveiller des questions. Donc, excusez-moi, donc pour le marque-page, pareil, on a entendu que c'est possible un marque-page, mais si on a plusieurs, c'est également possible. Si on met plusieurs, on fait une sélection. S'ils ne sont pas mouktés, si vous avez préparé 20 tickets de métro, ils sont là dans votre table, préparés déjà, vous les mettez. Mais je ne vous cache pas que moi, je n'étudie que comme ça. J'en ai plein sur la table. Des fois, c'est n'importe quoi. Je fais une feuille. Ça m'arrive aussi. Ouais. Ben oui, mais quand on étudie le Shabbat, vous savez que c'est un tsar. C'est un tsar. Vous savez ce qu'on fait quelquefois? Des fois, on laisse tous les livres ouverts parce qu'on a peur de fermer. Après, on va mettre des heures. Moi, c'est Shabbat, on retrouver. Donc, toujours comme ça, des feuilles. Des fois, c'est des feuilles. Des fois, c'est des feuilles de Gemara imprimées que j'ai et que j'ai étudié dedans. Ben, je les mets à l'intérieur du Shulchan Aruch et tout pour retrouver les pages. Non, il n'y a aucun problème pour ça. Et vous parliez de cornet, d'accord, mais si par exemple, justement, j'ai remarqué un mot qu'il faut que je revoie dans tel livre, je prends des fois, bon, ça m'est arrivé une fois de plier, bon, c'est pas très cavode, soit mettre une feuille qui est exactement sur la ligne où je veux retrouver, soit ça m'est arrivé quand le terme que je veux reprendre après Shabbat, j'ai corné qui pointe sur le mot en question, qui pointe jusqu'au texte. Comme vous avez très bien dit, s'il n'y a pas un problème de kavod, c'est plus tard. Il n'y a pas de problème. Bon. Il n'y a pas de problème. Merci. Voilà. Alors, une question intéressante, c'est dans Kotev, bon, une personne, il y a un petit enfant qui a de la température, on veut prendre la température. On a le droit de prendre la température d'un enfant. Autrefois, on avait les thermomètres à mercure. Hein, bon. On mettait dans la bouche où il fallait, et puis ça montait, on voyait, il avait 38. Okay. Alors, tout ce qui est électrique, électronique, c'est bien sûr interdit. Mais ils ont trouvé un chokhma avec... il y a des éléments dans une espèce de petit bandage, là, de bande qu'on met sur le front, et il apparaît certaines couleurs ou certains chiffres. Les poskim ont été interrogés là-dessus, est-ce que c'est permis? On a une chose du Rav Moshe Feinstein, de Rav Auerbach qui dit comme ça.
Il dit si sur la bande en question, on ne voyait aucun chiffre, rien du tout, avant de l'avoir apposé sur le front, et qu'après l'avoir apposé sur le front, la chaleur, la température du petit fait qu'il y a une lettre ou une couleur qui apparaît, il dit que c'est interdit. C'est un guédère de Kotev. Kotev, c'est une indication, pas forcément qu'il y ait une lettre, ça peut être une couleur qui vous indique quelque chose, c'est interdit. Il dit par contre, si c'était visible un petit peu, et le fait qu'on le mette sur le fond, c'est un peu plus visible. C'est-à-dire vous noircissez, vous assombrissez un petit peu la couleur, là il permet. Il dit c'est pas une ktiva, puisqu'elle était là, je l'assombris un petit peu grâce à la chaleur. C'est intéressant de savoir ces choses-là. Bon, dans la pratique, j'ai jamais vu ça encore faire, mais j'ai vu certains enfants, certaines familles qui le font. Alors je dois vérifier que c'était visible avant. Si c'était visible avant, c'est permis. Ok. Alors, après ça, la je vais vous dire, il faut reprendre, hein, j'insiste, hein, parce que vraiment on dit beaucoup de choses là de rien. Hein, non, on n'a pas encore parlé des gâteaux, mais je ne sais pas si on en parlera aujourd'hui, mais on en parlera la semaine prochaine, Pez Atachem Binéder. Mais il faut reprendre le Scrabble, le puzzle, tout ce qu'on a dit, c'est pas évident. Hein, on a dit une multitude de halachot. Maintenant, je vais passer à un deuxième registre d'halachot. Vous vous souvenez quand on a fait la malacha de Tochen, broyer, on a vu que broyer a amené une interdiction terrible, c'est qu'on ne peut pas prendre de médicaments Shabbat, sauf exception, si une personne est malade, alité, etc. On voit quelquefois les Chachamim sont très machmirim sur un domaine qui n'a rien à voir apparemment avec la Melacha. Dans la Melacha de Kotev aussi, on a cette espèce d'élargissement. Chachamim, Mocham, Libam, dans leur grandeur et tout, ils ont vu qu'il fallait mettre un guéder, interdire certaines choses parce qu'on peut arriver Shema Yirtov. Shema Yavo Lirtov, de peur qu'il arrive à écrire. Alors, quelles sont ces choses? Quelles sont les choses que Chachamim ont interdites? Tout ce qui est Srora, business, Chachamim ont interdit. Alors, prenons quelques exemples. Faire un kinyan. On n'a pas le droit de faire un kinyan Shabbat. Kinyan, acquérir quelque chose, c'est interdit. Sauf si c'est pour une mitzvah, on verra après. Vous voulez faire un cadeau à un ami, offrir un livre. Vous voulez offrir un petit cadeau à votre épouse, c'est tout à fait recommandé. Et vous voulez faire la surprise, voilà, elle a sa petite serviette à côté de son assiette, Shabbat, elle prend la serviette, au-dessous, il y a un petit brillant. Bon, je ne sais pas si vous avez les moyens d'acheter un petit brillant, je vous le souhaite. Eh bien, sachez que offrir ce brillant Shabbat, il ne faut pas le faire. Xera Shema Yirtov. En l'occurrence, on ne va pas écrire, mais comme ça, de manière générale, acquérir quelque chose pendant Shabbat, Chachamim ont interdit. Est-ce qu'il y a des solutions? D'abord, avant de donner les solutions, je vous dis que si c'est les tzorech mitzvah, c'est moutard. C'est la raison pour laquelle on peut inviter quelqu'un. Quand on invite quelqu'un, on lui donne la nourriture, on lui fait acquérir la nourriture, il mange avec nous. Pas grave. Manger, c'est Archin Satoachim, c'est mitzvah, c'est moutard. Les jours de Sukkot, Shabbat de Sukkot, on donne, pas le Shabbat, excuse-moi, pas le Shabbat, le Yom Tov de Sukkot, on donne les Arba Minim, Almenat les Arzir, comme vous savez, on donne Arba Minim. C'est un kinyan. C'est permis parce que c'est pour une mitzvah. Si c'est pour une mitzvah, on a le droit. Si c'est pas pour mitzvah, comme on dit, un livre à quelqu'un, vous allez me dire offrir un livre, c'est une mitzvah, mais l'Avdavka, que même si c'est un livre de Kodesh, si on doit éviter de le faire Shabbat. Vous voyez, l'arba minime, obligé de faire Shabbat. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Il y a deux solutions. Vous voulez offrir donc le brillant à votre épouse, ou bien vous lui dites Shabbat, écoute, j'ai appris dans un chiour, je ne peux pas te le donner Shabbat, donc voilà, il est là devant toi, je te le prête. Vous le regardez, Motzai Shabbat sera à toi, je te le fais acquérir. Il y a une autre solution, c'est de lui faire acquérir par un chaliach avant Shabbat. Sans prévenir, vous voulez lui faire la surprise, donc vous allez chez un ami et vous lui dites, voilà, écoute, j'ai un cadeau que je vais faire à mon épouse, je te mets dans ta main, tu vas le lever, et au moment où votre ami lève le cadeau, il devient le chaliard de votre épouse, et donc c'est comme si votre épouse a déjà acquis le brillant. Donc quand vous lui remettez pendant Shabbat,
vous lui dites, sache que ce brillant t'appartenait déjà depuis Erev Shabbat. C'est pour ça que je le donne. Et c'est intéressant comme halakha, vous voyez. Quand on veut faire acquérir Shabbat, quand ce n'est pas les Torah mitzvah, il faut lui faire acquérir avant, ou bien lui dire non, tu ne l'acquiers pas, tu peux en profiter, le mettre, je te prête, mais il deviendra ta propriété seulement Motzai Shabbat. Vous voyez, on peut aller très loin. On ne fait pas un kinyan Shabbat. Kinyan, ça peut, en général, quand on achète quelque chose et tout, on prend des notes, on veut le prix, etc. Comme ils ont dit, on ne sait jamais, même qu'on sait qu'on ne va pas écrire, on n'a pas le droit de le faire. Sauf encore une fois, si c'est la nourriture de Shabbat, par exemple, s'il manque. J'allais vous poser la question, Rav, si c'était un comestible. Voilà, c'est tout ce qui est mangeable, tout ce qui est le manger. Imaginons que vous ayez une épicerie, voilà, j'imagine en Israël. J'ai l'exemple dans la tête à l'époque à l'Yeshiva de Brunois, dans les années 80-90, il y avait une épicerie là-bas. Quand j'en avais besoin, la porte était ouverte, les gens se servaient, ils payaient Motzai Shabbat. C'était permis, parce que c'est de la nourriture. Et la nourriture, c'est indispensable pendant Shabbat. Donc, ça fait partie du éther de mitzvah. Mais sinon, non. On n'a pas, ça fait partie de l'état de mitzvah, on n'a pas le droit d'agréer quelque chose. Ouais, c'est quand même délicat, ce problème d'acquisition. Alors. Mais excusez-moi, si c'est dans le cadre d'une fête, un anniversaire, à la limite, même plusieurs invités avaient déjà déposé des cadeaux. Et que c'est au moment du repas, on offre tous ces cadeaux. Et donc, celui qui est concerné, il va acquérir tous ces cadeaux. Eh bien voilà, Baruch Hashem, voilà, je vous dis, vous venez d'apprendre une halakha. Et enfin, il ne faut pas faire. Il faut dire aux gens, sachez, on va dire c'est un bar mitzvah, le bar mitzvah reçoit des cadeaux, il faut dire au bar mitzvah, les cadeaux qu'on te donne aujourd'hui le jour de le bar mitzvah ne t'appartiennent pas pour l'instant, ils t'appartiendront seulement ce soir, à Motzai Shabbat. Et la semaine de Shabbat, il prendra, il fera le kinyan. Ou alors, il y a une autre solution. Si pour une raison quelconque, on a envie de lui dire que les cadeaux lui appartiennent, le papa, par exemple, pourrait prendre tous les cadeaux lui-même, il élève lui-même chacun, et il se décrète le chaliar de son fils. Je suis le chaliar de mon fils. On dit Zachim Shelo Befanav. Au nom de quoi je ne t'ai pas nommé chaliar. Les Chachamim disent que quand c'est pour faire cadeau à quelqu'un, la personne est intéressée. Nichale, ça l'intéresse. Donc, là, je peux me décréter le chaliar de quelqu'un pour qu'il acquiert un cadeau. Parce que je suis sûr qu'il est d'accord, vous voyez. Donc, le père, il élève tous. Au moment où il élève ses cadeaux, ils appartiennent déjà. Oui, mais alors, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Là, ça s'est coupé en même temps. Oui. Le problème, c'est le problème d'acquisition. Bon, donc il y avait des invités, ils ont. En fait, c'est pas pour acheter, c'est pour donner, c'est un don. Alors, en quoi c'est une acquisition et puis le père, quand il lève, en quoi il fait un contournement de cette acquisition? Je n'ai pas compris. Je réponds aux deux questions. Première question, un cadeau, c'est un kinyan. Kinyan égale changement de propriété. Ça peut être gratuit, ça peut être en payant. Mais un changement de propriété, Chachamim ont interdit. Sauf quand c'est une mitzvah, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, quand les invités ils amènent leur cadeau, s'ils veulent que le cadeau quitte la propriété de l'ami qui veut faire le cadeau et rentre dans la propriété du bar mitzvah, interdit. Mais Rav Zerbib, excusez-moi. Je finis, une seconde, je finis. Maintenant, vous m'avez demandé le deuxième point, mais qu'est-ce qu'on gagne quand le père il élève? Alors, je vous dis, si le père, vendredi, parce que les invités sont arrivés avant Shabbat, on ne porte pas Shabbat, ils sont arrivés avant, ils ont mis les cadeaux quelque part, on va donner le jour du Shabbat. Le père il peut prendre les cadeaux, il se décrète le chaliar de son fils et lui-même fait le kinyan avant Shabbat. Ça, il a le droit, on est avant Shabbat. Avant Shabbat. Avant Shabbat, comme j'ai expliqué tout à l'heure, comme l'histoire du diamant. Hein, le mari veut donner à sa femme, il va chez un ami, chez n'importe qui de la famille, il lève le diamant, là, le brillant, et ma femme, elle devient propriétaire du brillant avant Shabbat. Donc, quand Shabbat je lui donne, c'est déjà elle, c'est mon temps. Oui, merci. Mais l'intérêt, c'est, excusez-moi, suite à cette circonstance, on aurait le droit de l'ouvrir si le père est devenu le possesseur des cadeaux? Est-ce que ça donnerait à l'enfant le droit de l'ouvrir ou le père non plus?
Je vais aller plus loin dans votre question, madame. Le but, c'est de découvrir ces beaux cadeaux. Non, même si l'enfant n'a pas acquis les cadeaux, on peut lui Voilà. permettre d'ouvrir. Parce que celui qui donne le cadeau, il dit, bon, ben, il a envie de kiffer son cadeau tout de suite, mais on dit à l'enfant, Exactement. sache qu'il n'est pas encore à toi. Tu peux l'ouvrir, on va savoir ce qu'il y a dedans, mais il n'est pas encore à toi, il sera à toi vraiment. Ça veut dire, à la limite, celui qui offre le cadeau, il peut, s'il se fâche avec l'enfant, il dit, moi, je veux plus te donner. Alors, il a très droit. bien, d'accord. Oui, c'est ça l'idée. Alors, ma Très question, bien, Rav, merci. là, vous avez parlé d'acquisition, c'est-à-dire changement de propriété. Oui. Alors, ma question, elle est que quand moi, j'ai acheté un cadeau pour offrir Shabbat, au moment où je l'ai payé, d'accord, puisque je l'ai acheté pour l'offrir à quelqu'un, j'ai eu la kavana, il n'est plus ma propriété. Il n'est plus ma propriété, donc il n'y a pas le lien d'acquisition. Moi, je ne l'ai pas acheté pour moi. Si je l'avais acheté pour moi, ça aurait été ma propriété. Mais là, je l'ai acheté pour l'offrir. Déjà, dans la kavana, ce n'est pas ma propriété. Donc, on ne passe pas d'une propriété à l'autre. Maintenant, peut-être que je me trompe. Hein. Une seconde, je vais vous poser une question. Quand vous achetez un livre, c'est un beau ritat pour quelqu'un. Vous sortez de chez le marchand de livres, et puis vous l'ouvrez le ritat, vous dites, je vais le garder pour moi, et je vais lui acheter un autre livre. Est-ce que vous êtes un voleur si vous faites ça? Ben non. Pourquoi? Parce que c'est clair dans votre tête que le ritat n'appartient pas au petit tant que vous ne l'avez pas donné, il est à vous. Vous avez le droit de changer d'avis. Seulement, vous l'avez acheté pour le garçon. Mais il sera à lui quand vous le donnez. Entre-temps, il est dans votre poche, il est à vous le livre. S'il y a un accident, vous n'êtes pas obligé d'acheter un deuxième. Je dis, bon, je t'ai acheté un cadeau, j'ai eu un accident, il est abîmé. Ben, je ne t'achète pas de cadeau. Il n'est pas vous dire, non, non, je ne veux rien savoir. Quand tu l'as acheté chez le marchand, il est déjà à moi, donc tu l'as abîmé, tu en repaye. Pour moi, dans les dîners kinyanim, quand vous achetez un cadeau pour quelqu'un, il ne devient propriétaire du cadeau que lorsque vous le mettez dans ses mains en attendant, il est à vous. En général, c'est comme ça. Moi, un cas très rare, qu'au moment où vous l'achetez, vous dites au marchand, tu dis, je le lève, et déjà, il a c'est ce que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire. Si je dis au marchand, je fais un truc comme ça, le marchand, ce que j'achète, c'est pour telle personne, pour lui offrir. Il faut passer le kinyan, ce n'est pas suffisant. Il faut que quand vous levez, il faut un kinyan, il faut le sortir de la propriété du marchand, il faut lever le livre, en le levant, vous dites, maintenant, il appartient à Shmuel, au petit. Donc, à ce moment-là, on peut faire un cadeau Shabbat. Ah, si vous l'avez fait avant, oui. D'accord, mais c'est bien de le savoir. Ça veut dire comme ça. Personne ne pense à ça. Mais mettons que quand quelqu'un connaît la halakha et qui veut faire un cadeau, mettons, il sait qu'il faut faire comme ça. Quand je fais un cadeau à ma femme, je fais comme ça, moi. Quand j'achète le brillant, je dis à celui qui me le donne, voilà, je le lève, il est dans mon épouse. Ah, ben dis donc, alors. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Voilà. Et si je dis au marchand de le mettre dans un papier cadeau, c'est comme si ça lui appartenait de certaine façon. Non. Puisque c'est un papier cadeau. Où est le kinyan? Il y a un kinyan, n'oubliez pas qu'il y a des kinyanim. Il y a Agba, il y a Meshicha, c'est pas comme ça marche. Hein. Il y a des kinyanim très précis dans le Shulchan Aruch. Comment il y a le changement de propriété? C'est pas comme ça. D'accord. Si un jour vous assistez à la vente du Hametz, quand on vend le Hametz au Goy, vous allez voir une demi-douzaine de kinyanim qu'on fait. C'est pas simple, hein. C'est très compliqué. Donc c'est normal. Voilà, on va traiter pour l'instant. Sur Kotev, vous voyez, dans la petite mlacha de Kotev, hein, comme si on cherche, on fouille, hein, on trouve beaucoup de choses, Baruch Hashem. Donc prépare-moi des questions pour la semaine prochaine. Il y en a encore, hein, j'en ai encore quelques à la côte sur. On n'a pas le droit de faire, je vous dis quelques-unes, mais on va faire Marie maintenant dans 2-3 minutes. Est-ce qu'on ne peut pas faire un Goral Shabbat, Srar Shabbat? Est-ce qu'on peut payer une femme de ménage à l'heure qui travaille Shabbat? On prend une babysitter, est-ce qu'on peut la payer à l'heure? Vous allez voir plein de petites halachot très intéressantes. Blinder qu'on fera, Bezat Hashem, en bonne santé la semaine prochaine. Chazak ou Baruch. Toda Rabba. Merci beaucoup. Amen, merci beaucoup. Tout. Chazak ou Baruch.